ciblage toujours plus sur la dimension économique. Clairement, la Russie ne s'effondrera pas militairement par l'accumulation de ces frappes, même si elles ont une importance, même si ça réduit les munitions disponibles, même si ça impose aux avions de chasse russes de partir de plus loin, donc ça diminue le nombre de bombes planantes qui arrivent, mais là, ils tapent sur l'économie. Les Ukrainiens sont convaincus que c'est par l'économie que la Russie s'effondrera et pas par son armée, et donc ils continuent à attaquer son dispositif d'exportation de gaz, de pétrole, parce que c'est là qu'il y a vraiment des effets qui sont aujourd'hui. Et après, cette capacité à taper dans la profondeur, je vous rappelle quand même des frappes à 2400 km de la ligne de front. Là, on est, je veux dire, seulement à 1600 km, mais ça reste au nord de Moscou. La capacité ukrainienne à saturer la défense aérienne russe, à la contourner, à produire une panoplie de drones et de missiles de croisière toujours plus larges et qui ont chacun leur spécificité, aujourd'hui, ça continue à donner des résultats, alors qu'on aurait pu attendre que la Russie soit en mesure de s'adapter avec des années de guerre. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. L'Ukraine a de plus en plus l'avantage dans cette guerre à longue distance. Tout est symbolique. Hein. On est d'abord, c'est le plus grand port, etc. On est Leningrad, c'est chez Poutine. Il faut imaginer pour lui, quand on est l'homme fort d'un pays, il tient la Russie de main de fer depuis 25 ans. Et on vient le défier là, sous ses fenêtres à peu près. Le port de Oust-Louga, effectivement, non loin de Saint-Pétersbourg, dont la région a gardé le nom de Leningrad. Effectivement, mais c'est pas la première fois que les Ukrainiens frappent sur ce port. Ah oui ? Non, c'est la deuxième. Et donc ça a provoqué un immense incendie, mais ils frappent aussi sur les raffineries, comme vous savez, Darius. Et donc là, on avait aussi montré la carte des raffineries qui sont atteignables par les drones ukrainiens. Il y en a une qui est au sud de Moscou, à Ryazaň, donc très loin également du front, une des plus grandes raffineries de Russie. Donc c'est effectivement, on le répète, la stratégie ukrainienne qui est de sans cesse frapper autrement que sur le front. Alors regardez, une des images les plus extraordinaires de la journée, c'est la façon qu'ont les Russes sont réduits pour éviter les drones et le danger des drones à avoir recours y compris à des moyens qui peuvent paraître un peu artisanaux, voire un peu primitifs. Ils utilisent par exemple des quads. Et l'image qui suit est extrêmement parlante. Voilà. Regardez bien, il faut bien écarquiller les yeux pour voir ce qui s'y passe, c'est-à-dire que c'est l'armée russe, c'est la puissante armée russe quand même, c'est une des plus grandes armées du monde, qui en est réduite à se mouvoir à l'aide de quads. Pourquoi exactement, Xavier Titelman ? Est-ce que c'est vrai que c'est pour simplement éviter les drones ou tenter de les éviter ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que la Russie dispose de moins en moins d'armes, de blindés. Ça, c'est le premier élément. Même s'ils voulaient continuer au rythme des pertes qu'ils ont eues par les années précédentes, ils ne pourraient pas le faire. 1400 chars prouvés détruits en 2024 pour la Russie. Simplement, ils en ont plus. Mais surtout, les chars, effectivement, ils sont relativement lents et ils sont fragiles face aux drones parce que les Russes n'ont pas massivement investi dans la guerre électronique alors que les Ukrainiens sont mieux équipés dans ce domaine-là. C'est pour ça que les Russes contournent le brouillage des Ukrainiens en utilisant des drones philo-guidés avec de la fibre optique. Mais les Russes, eux, comme ils en ont pas, ils remplacent leurs chars et leurs véhicules blindés par des équipements qui peuvent plus facilement éparpiller et surtout qui sont beaucoup plus rapides. Mais attendez, Xavier, tout à l'heure sur notre antenne, il y avait Gérald Dutart qui disait c'est aussi simple et primitif le fait que ils zigzaguent assez vite et donc ils évitent le drone. Est-ce que c'est effectivement aussi naïf que ça ? Effectivement. La vitesse de déplacement des quads permet quand même d'éviter une partie des drones, mais c'est surtout la vitesse de traverser des champs. C'est pas vraiment pour les éviter, parce que là, si vous parlez avec des pilotes de drones, ils peuvent taper sur des véhicules qui vont à 80 km/h et qui essaient de faire des zigzags. C'est pas vraiment la vitesse, c'est le fait de traverser un champ ouvert de 400 mètres en quelques dizaines de secondes plutôt qu'en plusieurs minutes. En gros, si vous envoyez 40 blindés comme les Russes viennent de le faire dans la région de Koursk, quand vous avez un terrain qui est boueux, qui prend plusieurs minutes, les Ukrainiens ont le temps d'envoyer 4, 5, 6 drones kamikazes FPV par pilote sur le temps de la traversée. Quand vous avez comme ici des quads, là, à ce moment-là, peut-être que chaque pilote de drone kamikaze FPV ne pourra en lancer que 1 ou 2 pendant le temps de cette traversée. Et donc oui, le taux de survie est de 0 quand ils se font toucher. Par contre, sur les dizaines de quads qui vont tenter cette traversée, vous en avez peut-être 5 ou 6 qui vont réussir à aller jusqu'à la tranchée ukrainienne et éventuellement qui vont être capables de submerger les hommes qui s'y trouvent. Anniva, une question pour vous. Xavier Titelman, mais c'est la même chose avec les trottinettes, puisqu'on a vu aussi des images de Russes, mais avec des trottinettes. Donc ils sont non seulement sur des quads, mais aussi sur des trottinettes. Donc c'est le même processus ?
À mon sens, la trottinette, je pense pas qu'ils aillent faire des assauts avec des trottinettes. Vélo électrique, on en a vu sur des petites motos électriques qui coûtent vraiment pas cher, y compris des jeunes. On les a vu les vidéos du côté russe qui disaient mais moi je sais pas faire de moto, et ben c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon tu vas tout droit, les Ukrainiens sont en face. Là, je pense que étant donné le terrain et la mauvaise qualité du terrain, ils peuvent pas utiliser ça dans des champs boueux. Mais par contre, sur les arrières, pour aller vers la première ligne, c'est-à-dire la ligne 0, pas faire des assauts, mais aller sur leur propre tranchée, puis retourner à l'arrière, faire des rotations. Peut-être qu'ils les font effectivement en trottinette, mais je pense pas qu'ils utilisent pour les assauts simplement par la mauvaise qualité du terrain. Mais je dois faire un chiffre. Sur le mois de décembre, les Ukrainiens, les Russes, 45% du matériel russe qui a été détruit au mois de décembre, 2400 véhicules prouvés détruits, 45% sont du matériel civil qui n'a rien à faire en première ligne, dont ces équipements. Ces images sont incroyables. Et la trottinette que vous soulignez, et le quad. C'est-à-dire que là, dans la course entre les Ukrainiens et les Russes à l'inventivité, c'est vraiment très impressionnant. Oui, bien sûr. Alors, juste un élément, je voyais marqué, il y a 58 000 frappes par drone revendiquées par les Ukrainiens. Il faut bien comprendre que ces 58 000, à 90-95%, c'est de 0 à 12 km sur la ligne de front. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un mur anti-drone, c'est-à-dire que c'est après vous avez la guerre électronique, les brouillages, les défenses antiaériennes qui se trouvent généralement après, et ensuite les drones qui arrivent à passer ce mur peuvent aller éventuellement en longue portée et taper plus loin l'intérieur de la Russie. Mais à 99%, tout se passe sur la ligne de front, on appelle ça ligne de contact. Et dans cette ligne de contact, oui, les Russes ont renoncé effectivement à des assauts blindés assez classiques pour des combats d'infanterie. Alors ça a beaucoup moins d'ampleur, ça va beaucoup moins loin, c'est aussi pour ça que les choses sont Mais pourquoi, beaucoup plus lentes. pardon Michel, mais pour avoir moins de pertes? Non, pour être plus léger, plus flexible, plus maniable. Donc c'est des compagnies, c'est une centaine d'hommes au grand maximum qui sont là avec beaucoup d'appui, avec normalement. Mais attendez Michel, comment ça marche? Si on regarde ça de plus près, regardez de plus près. J'avoue que tout à l'heure j'ai annoncé que sûrement vous feriez une blague sur Anne Hidalgo, Guillaume Roquette, parce que voyant trottinette, Guillaume Roquette, forcément on allait arriver à Anne Hidalgo, mais j'ai été. Écoutez, j'essaie de ne pas être trop prévisible, mais moi je m'interrogeais parce qu'effectivement, vous n'allez pas contre des Léopard 2 avec ce genre avec des trottinettes. Donc probablement que l'utilisation de ces engins ou de ces quads, c'est aussi en quelque sorte un aveu d'échec, parce que ça veut dire qu'il y a plus de... ça peut, j'imagine, faciliter les transmissions d'informations. Je vois pas très bien à quoi ça peut servir d'autre, ces trottinettes là. Peut-être que dans un contexte où il y a des brouillages généralisés, où les communications sont difficiles, on en est là, mais je pense que c'est plutôt anecdotique, quoi. De la même façon qu'on fait pas tourner une ville. C'est quand même cela, c'est un symptôme aussi des pertes matérielles, des pertes en véhicules classiques de la Russie. La Russie au début de la guerre, c'était l'armée la plus mécanisée du monde. Il y avait entre le rapport nombre d'hommes et le nombre de véhicules, le nombre de tonnes d'acier, de chenilles, de tout ce qu'il y avait, c'était les meilleurs au monde. Maintenant, c'est plus le cas. Ça s'est raréfié et ça se raréfie de plus en plus. On sait par exemple que là pour l'instant ils puissent dans les stocks de matériel dit majeur, que deuxième semestre 2025 ils auront épuisé les stocks par exemple de vieux chars, de vieux véhicules blindés, et que ils seront condamnés à faire de la trottinette, quoi. Ce qui peut effectivement changer beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce qui explique, parce qu'il y a toujours ce paradoxe, on dit, et avec raison, l'économie russe a de grosses difficultés. On voyait le cours du rouble, qui évidemment est désastreux. Le cours du rouble, ça ne ment jamais. Le cours des monnaies, l'inflation, il y a des difficultés sur le front, le taux directeur, etc. Et malgré ça, il y a ce discours qui paraît défaitiste à certains, de Volodymyr Zelensky, qui prononce ces mots de table des négociations, qui, pour beaucoup, sont inacceptables. Xavier Titelman? Pardon, non, je disais simplement, effectivement, on est sur une situation économique dans laquelle il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas souvent, c'est la surévaluation du fonds souverain. La Russie prétend que son fonds souverain est encore rempli, alors qu'en réalité, certains éléments comme la compagnie aérienne nationale ont toujours leur valeur d'avant la guerre, alors que réellement, ils ne volent plus, ils n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc même quand aujourd'hui on fait croire que la Russie a toujours des réserves et qu'elle peut continuer à tenir avec la situation actuelle, c'est faux. Le fonds souverain, j'ai parlé avec un économiste il y a 2 jours qui m'a vraiment soutenu cet élément.
oui, ils ont les fonds qui sont vides et ils n'ont plus de dollars ou d'or à échanger. Alors tout ça est vrai, Xavier Titelman, mais pourquoi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les 1700 désertions de soldats ukrainiens, c'est très grave. Objectivement, c'est très grave. C'est une situation très grave. Pourquoi parler de table des négociations alors que logiquement, dans une logique churchillienne, il devrait dire dans une situation pareille, c'est le moment au contraire de se battre jusqu'au bout, Crimée, jusqu'à récupérer le dernier centimètre carré de la Crimée. Pourquoi ce paradoxe ? Mais l'armée russe ne s'effondrera pas militairement. Le pouvoir russe ne sera plus en moyen de continuer à essayer d'avancer, mais ils vont jamais renoncer aux gains qu'ils ont obtenus aujourd'hui. Et les efforts militaires, les milliers, les dizaines de milliers de morts qui seraient nécessaires pour récupérer le territoire ukrainien par les armes, aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas la base de manœuvre pour le faire, mais deux, on leur a pas donné le matériel nécessaire pour le faire. Donc il y a un principe de réalité. Attendez, Xavier Titelman, vous dites que c'est impossible pour l'Ukraine aujourd'hui de récupérer par la force la Crimée et le Donbass ? Sans aucun doute, c'est impossible parce qu'il y a une continuité territoriale vers le Donbass. La Crimée, il faudrait énormément de moyens pour réussir à le faire et il faudrait 1 an et demi de combats intenses une fois qu'ils auraient réussi à percer vers la mer d'Azov. Et aujourd'hui, à moins que Donald Trump décide de donner, mais si demain Donald Trump dit 1000 chars par an, 100 avions de chasse par an, missiles illimités, ce soir, Zelensky, a priori, il a fait une annonce, il a dit à Trump, donne-moi 300 milliards de dollars des assets russes qui sont bloqués et je vous achète, à vous, États-Unis, 300 milliards de matériel. Xavier, je comprends bien, mais pardon, vous comprenez que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contradiction. On ne veut pas dire à la fois ils en sont réduits à avancer en trottinette, et puis à la fois, oui, mais on ne pourra jamais récupérer par la force la Crimée et le Donbass. Il y a un truc qui ne colle pas. Qu'est-ce qui explique cette contradiction ? Je vais faire un bon mot, après je vous dirai la vérité. Ils ont beaucoup de trottinettes, mais ensuite, ils ont beaucoup d'hommes, surtout. Et Vladimir Poutine, on l'a beaucoup dit, sa population, sa profondeur stratégique, elle n'est pas infinie, mais, et j'en reviens au propos que je citais de Zaloujny tout à l'heure, il est prêt à puiser dedans ad nauseam. Et ça, les Ukrainiens le savent et le subissent dans une certaine mesure. Ça n'est pas la même chose du côté ukrainien, ce qui explique ces désertions notamment, parce qu'aujourd'hui, quand on commence à poser le terme de négociation sur la table, quand les Européens et les Américains ne sont toujours pas au rendez-vous, quand il y a l'immense incertitude avec le nouveau centre de gravité que vont devenir les États-Unis sous la présidence Donald Trump, tout cela fait qu'effectivement, ça paraît très difficile à ce stade, en l'état actuel, pour les Ukrainiens de récupérer par la force militaire les territoires conquis par la Russie. J'écoutais tout à l'heure, vous savez, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain sortant, qui dit lui-même, qui reconnaît qu'effectivement, à ce stade, la ligne, c'est ce qu'il dit, ne bougera pas dans un futur proche. La ligne militaire ne bougera pas. À partir du moment où les Américains ont posé ce constat, les Ukrainiens sont les premiers concernés, ils l'entendent et ils agissent en conséquence. Et donc Zelensky est en train de développer ce concept qui consiste à dire on ne pourra pas le récupérer militairement, on va le récupérer par la diplomatie. Ça reste une sorte de vœu pieux, parce qu'on imagine bien que par la diplomatie, ils ne vont pas convaincre les Russes de rentrer chez eux. Donc c'est une manière de dire... Voilà, on va arrêter les frais ici, et puis on va faire en sorte d'avoir de vraies garanties de sécurité. Alors, on reparlera. On ne s'étonne pas des désertions. Alors, il y a des déclarations très importantes, effectivement, de Volodymyr Zelensky ce soir, et on va les développer dans un instant. Parler de Trump, il tend la perche à Trump, et visiblement, il veut parler aux Russes, puisqu'il dit on va d'abord s'entendre avec Trump, et ensuite nous pourrons parler avec la Russie. Ce qui est un changement évidemment très important, puisque précédemment il disait on ne parle pas avec la Russie nazie, c'est les mots qu'il utilisait. Maintenant il dit on va parler avec la Russie. Est-ce que c'est une forme de défaitisme ou est-ce qu'il a raison de vouloir parler aux Russes ? On en reparle dans un instant, mais restons un instant sur le terrain avec cette image encore, ce char russe qui visiblement est en mauvaise posture. Alors Mélina, le chef d'édition, a une expression qui nous a fait sourire tout à l'heure, elle disait c'est un nid de poule. Je disais c'est un gros nid de poule. Il est coincé là. La colonel. C'est le principe du fossé anti-char. Quand on creuse des trous, c'est ça. C'est pour obtenir ça. Ah ben oui, c'est pour obtenir ça, bien sûr. Exactement. Le char, c'est tout terrain, mais il y en a sous la casquette, hein. avec certaines limites quand même. Voilà, ce qui m'étonne, c'est de la part de l'équipage du char qui n'a pas vu le truc. Oui, et qui se fait avoir. C'est assez lamentable. Voilà, qui se font avoir un peu comme des bleus, quoi. Alors, il est tout tape fermé.
C'est-à-dire que le pilote qui est devant le char, soit il pilote avec la tête ouverte, et dans ce cas-là, il voit à peu près, soit il est à l'intérieur, il a la tape qui est fermée pour le protéger, et là, il voit évidemment beaucoup moins bien. Mais au-dessus, vous avez normalement un chef d'engin qui... Le tankiste Guillaume Roquette. J'étais tankiste. Oui, mais non, on a le choc. Mais du Guillaume tankiste, Roquette là. aussi. Oui, mais T'étais sur effectivement- un Bixby CRC. Non mais oui, mais effectivement en principe le chef d'engin, même quand il est en position de combat, donc avec les toiles fermées et la tête à l'intérieur, il a une espèce Il voit. de petit Normalement, il voit périscope quand même, hein. qui lui permet de voir dans toutes les directions. Et c'est un peu étonnant qu'il aille se foutre là-dedans. Effectivement, il y a peut-être un problème de transmission à l'intérieur de l'engin entre le chef d'engin qui est en haut et le pilote qui est en bas. Mais trêve de plaisanterie, ils ont intérêt à sortir très très vite là, parce qu'ils sont en visée par un drone. Ah oui, là, il Et faut- quand on connaît le talent des Ukrainiens, y compris sur des véhicules qui sont en mouvement, là ils sont à l'arrêt. Ça peut faire très, Je pense très que le mal, tube très, très aussi vite. doit avoir pris un